pour moi, tout pouvoir contient un abus de pouvoir. Donc ça m'intéresse d'interroger le pouvoir pour savoir comment il mène aux abus et comment on continue d'être fasciné par le pouvoir. Comment les femmes ont été victimes du pouvoir. C'est pas une victimisation des femmes, c'est plutôt comment on pense le pouvoir. Et pour pouvoir le penser, faut pas qu'on prenne que les gens qui étaient dans le pouvoir et qui ont pensé le pouvoir. Bonjour, bienvenue dans Dialogue, je suis Fabrice Vidal, le philosophe qui a tant de passion à pouvoir partager avec vous la possibilité de questionner et de penser à neuf. Dans notre monde, il y a plein de gens qui parlent et on ne les entend pas parce qu'ils sont délégitimés. On leur prive de toute légitimité. Du coup, lorsqu'ils parlent, ça n'a aucun écho. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça reflète sur certaines structures du pouvoir qui nous emprisonnent ? Pour éclairer toutes ces questions, je reçois une de mes philosophes préférées, qui m'inspire énormément, Laurence de Villers. Vous allez voir, c'est passionnant d'interroger ces questions et de se libérer de ce qui nous enferme, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Bonjour Laurence. Bonjour Fabrice. Pour entrer directement dans le sujet, quand tu as fait ta thèse de doctorat, quand tu as proposé ta thèse de doctorat, c'était quoi le sujet que tu proposais ? Tu commences vraiment de plein pied. En fait, quand j'ai dû choisir mon sujet de thèse de doctorat, donc on était en 1995, c'est pas si vieux, tu soumets ton sujet à des profs avec qui tu as l'habitude de travailler, qui sont des spécialistes, et ils approuvent ou pas, ils te donnent des compléments d'information. Donc moi, je suis allée voir un prof à la Sorbonne, spécialiste de mon siècle, le XVIIe siècle. Et donc tu voulais travailler sur... Je voulais travailler sur la connaissance de Dieu chez Descartes. Bon, un sujet essentiel, un peu solide, parce que de la connaissance de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire connaître, quel rapport ? Voilà. Est-ce qu'on peut connaître Dieu, comment on le connaît, est-ce que l'on connaît comme un objet, comme un autre, etc. Donc, et puis, j'en démordais pas d'une certaine façon. Enfin, je veux dire par là que ça faisait... C'est un sujet majeur, disons, ça faisait très longtemps. Philosophie. Voilà, puis j'avais ça à cœur depuis très longtemps. Donc, je vais voir ce prof et je lui dis, voilà, je voudrais travailler sur la connaissance de Dieu chez Descartes et je ferai sans doute un peu des choses un peu techniques autour des preuves de l'existence de Dieu, etc. Mais je veux faire de la métaphysique et Descartes, etc. Et moi, j'étais enthousiaste. Et il m'a répondu, ah non, c'est pas un sujet pour une femme. Il t'a dit ? C'est pas un sujet pour une femme. Et on était, je précise, on était en 1995, donc c'est hier. Et il te dit, après, vous devriez faire un sujet sur les sentiments. Et voilà. Et il me dit, non, pourquoi vous ne voulez pas travailler plutôt sur le sentiment chez les Anglais, chez Hutcheson, donc pas le XVIIe siècle, le sentiment. Et les Anglais, ce qui n'est pas fondé du tout, mais il y avait un côté, c'est pas Descartes quand même, qui est un monument national, qui est un trésor national. Et je dois ajouter à la question que tu me poses, que je n'ai pas réagi. C'est-à-dire que j'ai pas réagi là où tu me fais réagir aujourd'hui, c'est-à-dire, mais comment il y a des sujets pour des femmes, il y a des sujets pour des hommes, et il y a une partie de la philosophie qui serait donc interdite aux femmes, elles n'auraient pas les mêmes capacités intellectuelles. Je n'ai pas réagi sur ce point. Et ça c'est pour toi, encore aujourd'hui ? Moi, c'est encore quand je pense à cet épisode, je pense surtout au fait que j'ai pas répondu. À plein de niveaux, c'est-à-dire j'ai pas répondu dans le sens où j'aurais dû dire comment il y a des sujets pour des hommes ou des femmes, et j'ai pas répondu parce que j'étais interdite. Et j'étais interdite dans le sens, non pas que ça m'a choquée, etc., mais parce que je me suis dit comment je vais lui répondre et le convaincre. Je ne suis pas revenue sur ce qu'il m'a dit en réalité. Et je dois ajouter quelque chose que je vais te dire, c'est que il y a 2 ans, la dernière séance de mon cours, qui était à Paris 1 devant des juristes, le dernier cours, il est réservé aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu, donc c'est libre. Et là, mes étudiants s'étaient apparemment concertés, parce qu'il y a quelqu'un qui a été porte-parole, un homme d'ailleurs, qui a dit, on aimerait savoir ce que c'est d'être une femme philosophe aujourd'hui et d'enseigner comme femme philosophe. Et il y a eu un blanc, parce que je m'étais jamais posé la question comme ça. Et en fait, le livre dont tu me fais le plaisir de parler aujourd'hui, il est né de ce blanc chez moi.
Ce que la philosophie doit aux femmes. Bah oui, parce que je m'étais pas posé la question. Et tu vois, ça renvoyait à mon premier silence que quand ce prof très connu, un mandarin, un homme, m'a dit bah non, c'est pas un sujet pour une femme, où j'ai pas répondu. Et une deuxième fois, quand les étudiants m'ont dit c'est quoi être une femme philosophe, j'ai revu mon passé, mes attitudes, les colloques, les réflexions que j'ai pu avoir, les difficultés. Et là, je me suis dit mais c'est vrai quand même. J'aurais quand même dû y penser. Ton livre, Ce que la philosophie doit aux femmes, ce que ça a de passionnant, c'est qu'on ne va pas donner une réponse claire. Comme ça, on ne va pas dire aux gens, voilà, la philosophie doit aux femmes ceci ou cela. Et au fond, peut-être que notre monde est complètement intoxiqué par, voilà, il faut des slogans. On va rentrer et interroger ce que la philosophie doit aux femmes. C'est interroger la pensée, c'est interroger les limites, les marges de la pensée. C'est une remise en question très générale. Donc c'est ça que je dis à ceux qui nous écoutent, l'idée, c'est pas de faire, oui, les pauvres femmes n'ont pas été assez vues, il faut qu'on en parle. Ça, ce serait très superficiel. En lisant ton livre, on découvre des choses, des monuments, ça force à repenser. Donc c'est ça qui est le plus intéressant, parce que si c'était juste pour dire, bon, il y a des femmes qui sont philosophes, et on vous fait la liste de toutes les femmes qui sont philosophes, bon, d'accord, il faudrait qu'on consacre un peu de temps, mais bon, franchement, je dois dire, je ne t'aurais pas invité pour parler de ça, parce que ce serait un peu théorique. Mais c'est je te suis totalement. Ce qu'on va faire là, je te suis totalement. Ce qu'on découvre dans ton livre, c'est une remise en question de tout, de ce que c'est la philosophie, de la relation entre la philosophie et la mystique, de ce que c'est le pouvoir. Parce que, au fond, ce que tu racontes, qui t'est arrivé, c'est une question de pouvoir. Oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le pouvoir ? Comment, dans l'histoire de l'histoire de la philosophie, les femmes, étant comme toi, pas tout à fait légitimes pour parler, eh ben, elles ont posé des questions sur le pouvoir et elles ont réussi à trouver des stratégies pour parler qui sont aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, extraordinairement fécondes, qu'on soit femme ou homme, parce que ça nous fait sortir d'une certaine conception du pouvoir qui devient aujourd'hui insupportable. Donc c'est tout ça qui se joue d'important de poser cette question. Mais en fait, l'angle que tu as choisi, j'ai rien à ajouter, parce que c'est aussi l'angle qu'on a eu avec la co-directrice, Laurence Hanson-Love, et nos contributrices. L'idée, c'était pas de montrer que les femmes qui font de la philosophie, c'est une région dans ce territoire de la philosophie, ou une note de bas de page, ah oui, attendez, il y a des femmes. Donc c'est pas d'enfermer à nouveau les femmes dans le fait qu'elles sont des femmes qui pensent, c'est d'étudier leur pensée. Et donc, en fait, de faire de la philosophie avec elles. C'était pas tant faire de la philosophie avec des femmes, c'est faire de la philosophie tout court. Et comme tu le dis, ce qui compte, c'est de montrer comment, en prenant en compte la pensée des femmes qui ont fait de la philosophie, on enrichit la philosophie. On ne restreint pas son domaine à quelque chose qui serait la pensée féminine ou qu'est-ce qu'il advient quand les femmes pensent. Non, on veut montrer que toute la philosophie y gagne, toute la pensée y gagne, hommes et femmes compris, et que comme tu le disais, néanmoins, la situation particulière dans laquelle elles étaient, très souvent elles étaient non institutionnelles, pas profs, même au banc des institutions, ça leur a permis d'une certaine façon de penser des choses que on n'avait pas pensé. Qu'on n'avait pas pensé. Et ça c'est très intéressant, les femmes pensent des choses qui n'ont pas été pensées, pas parce qu'elles sont d'une autre nature, mais parce qu'à cause de la structure du pouvoir, elles ont été obligées de poser des questions qu'on ne posait pas. Ça, c'est déjà un décalage très totalement. profond. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, la question du pouvoir m'intéresse beaucoup parce que, pour le dire peut-être un peu vite, pour moi, tout pouvoir contient un abus de pouvoir. Donc ça m'intéresse d'interroger le pouvoir pour savoir comment il mène aux abus et comment on continue d'être fasciné par le pouvoir. Et donc ce qui m'intéressait, c'est pas tant comment les femmes ont été victimes du pouvoir, c'est pas une victimisation des femmes, c'est plutôt comment on pense le pouvoir. Et pour pouvoir le penser, faut pas qu'on prenne que les gens qui étaient dans le pouvoir et qu'on pensait le pouvoir. Il faut qu'on prenne aussi celles, je vais dire celles, parce qu'il s'agissait quand même majoritairement de femmes, qui n'avaient pas des positions de pouvoir, et du coup qu'on pensait différemment le pouvoir. Mais de la même manière que moi, quand je réfléchis maintenant au fait que ce prof m'ait dit ça, ou que des étudiants m'aient demandé c'est quoi être une femme et faire de la philosophie, et que je m'étais jamais posé la question,
ça me demande de mieux me connaître, en fait. Ça répond à des grandes questions de philosophie. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Est-ce que je suis légitime? Pourquoi j'ai choisi la philo? Qu'est-ce que la philosophie a choisi de moi? Mais n'importe qui se pose cette question. D'une certaine façon. Moi, ce que je voudrais... Je vais te le dire, Fabrice. Ça va dans le sens de ce que tu dis. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'histoire de la philosophie soit plus philosophique. Et en fait, elle l'est pas. D'une certaine façon, l'histoire de la philosophie, il faudrait qu'on la réécrive tous les 2 ans, parce qu'il lui manque toujours quelque chose. Là, il manquait beaucoup de femmes, beaucoup de concepts, beaucoup d'idées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. Donc, il manquait à l'histoire de la philosophie qu'on connaît, plus ou moins bien, beaucoup d'idées. Elle n'était pas assez riche. Tu insistes que ce qui s'est passé, c'est pas que les femmes ont été invisibilisées, c'est qu'elles ont été délégitimées. Et c'est une distinction, encore aujourd'hui, que je trouve importante, parce qu'au fond, c'est ça que tu racontes. C'est pas que tu es invisible, mais délégitimé. Quelle est la distinction entre les deux et pourquoi il faut vraiment penser cette distinction ? Alors, cette distinction dont tu parles, j'y tiens. Vraiment, j'y tiens. Alors, il y a une raison que je dois avouer, parce que pour moi, la philosophie, elle est toujours à contre-courant. Donc, quand on commence à utiliser beaucoup de mots, je pense que le risque que ces mots encourent, c'est qu'ils pensent plus et ils disent plus rien. Et comme philosophe, j'ai toujours peur que, à force d'utiliser certains mots comme invisibiliser, invisibilisation, on pense plus ce qu'il y a derrière. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour ça que j'aime bien quand la philosophie, elle, en fait, vient redonner du sens, là où c'est usé, un peu fragilisé. Donc il y a d'abord ça. Et puis en plus, je crois que c'est une distinction qui est fondamentale, sinon on ne comprend pas ce qui arrive aux femmes hier, dans le passé, et encore aujourd'hui. Je pense que le problème, et l'histoire qu'on a essayé de mettre au jour avec les contributrices dans ce livre, c'est que les femmes ont été visibles depuis l'Antiquité. Elles sont là, elles sont visibles. Mais être visible ne suffit pas. Tu peux absolument être visible, on peut te voir, tu peux même parler, tu peux même écrire des livres. Mais si tu n'es pas considéré comme légitime, si on ne t'accorde pas le fait que tu es autorisé à dire ce que tu dis, si on ne t'accorde pas ce que des philosophes de mon siècle, du XVIIe siècle disent, si on ne t'accorde pas de crédit, si en fait ce que tu dis comptera toujours moins, voire ne comptera pas, mais t'auras beau être visible et archi-visible, voire à la mode, d'aller dans tous les plateaux de télé que tu veux ou d'écrire tous les livres que tu veux, si tu n'es pas légitimé, si on ne reconnaît pas que ce que tu dis a du poids, que ça fait la différence, que c'est important de le dire et de l'écouter et de le lire, ça ne comptera pas. Et comme tu l'as dit avant, au fond, la question de la légitimité est liée à la question du pouvoir. Et donc quand on parle juste aujourd'hui que les femmes sont invisibilisées, on croit qu'on va les mettre sur le devant et que ça va suffire. Non, tant qu'on n'a pas touché à la structure du pouvoir, il y a une manière dont quelque chose est déconsidéré de manière souvent inaperçue, a priori, qu'on ne voit pas. Et au fond, c'est ça qu'il s'agit d'apprendre à regarder. Absolument, ça veut dire qu'en réalité, si le but qu'on se fixe, c'est de rendre les femmes visibles, je pense que ça sert à rien. Alors, attention, tenons-nous bien. Il faut pas grand-chose. Il faut que les femmes soient présentes. Je veux dire, si on ne voit pas du tout de femmes, elles ne vont pas être écoutées. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire d'honnête, c'est que ça peut être qu'une étape. Que la véritable étape, et qui n'est pas une étape, qui est à mon avis le but qu'il faut se fixer, c'est la légitimation des femmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est beaucoup plus grave et difficile, à mon sens, que rendre visible. C'est qu'il faut changer notre rapport au pouvoir. Parce que c'est ce rapport au pouvoir qui fait que les femmes sont infériorisées, qu'elles sont considérées comme moins importantes, que ce qu'elles diront, ça sera toujours moins bien qu'un homme, ou qu'alors, moi je l'ai vécu dans des colloques, maintenant j'ai un peu ouvert les yeux, quand on disait quelque chose qui n'était pas trop bête, un homme le reprenait et le disait avec ses mots à lui, pourquoi ? Parce que ça semblait plus légitime. Donc c'était pas que j'avais été invisibilisée ou invisible, c'est qu'en fait, la parole, ma parole, n'avait pas de pouvoir. C'est comme si elle était intrinsèquement fragile ou pas suffisamment intéressante pour pouvoir compter. Donc c'est ça qu'il faut changer. C'est très important. Moi, je me suis beaucoup battu là-dessus depuis au moins 30 ans, dans la méditation et dans la spiritualité. C'était très frappant. Il y a une manière dont les femmes étaient
pas invisibilité, mais comme tu dis, pas tout à fait légitime. Il y a une tendance où les gens, mais allaient plutôt voir des hommes qui sont plus une figure dans l'imaginaire de sagesse, et de renverser ça. Il ne suffit pas de dire il faut que les femmes prennent la parole, parce que les gens ont moins confiance à cause de toute la structure de pouvoir et la structure imaginaire. Et on voit même encore aujourd'hui, si une femme écrit sur l'éducation, la santé, ça va. Mais c'est encore difficile qu'elle parle de philosophie, de sagesse. De science. Il y a encore quelque chose, et on se trompe tant qu'on ne comprend pas qu'on est prisonnier d'une certaine conception de la légitimité et du pouvoir qu'on ne voit pas. Et donc, on ne se rend pas du tout compte. Et donc, les gens se rendent pas compte. Et du coup, Fabrice, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de féminiser la philosophie. C'est ça. Et c'est ça que les gens comprennent toujours le contraire. Ils disent, alors d'accord, comme les femmes n'ont pas été reconnues, mettez-moi des images de femmes. Au colloque, on va mettre la moitié de femmes et la moitié d'hommes. Et les gens pensent que ça résout le problème. Mais ils se rendent pas compte. Ça ne le résout pas. Et on voit même des femmes qui restent, qui veulent prendre la parole dans le système absolument de pouvoir. Et donc, certes, alors elles réussissent à prendre un peu de pouvoir, mais sans remettre en question toutes ces structures. Et donc, au fond, on n'en sort pas du tout. Donc, en fait, c'est beaucoup plus... Le livre, enfin, l'idée qu'on a eue, c'est pas du tout de faire du féminisme. Alors, je le dis sans dire que le féminisme ne sert à rien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond ce qu'on voulait faire. C'est exactement ce sur quoi tu insistes. C'est que si on veut considérer que oui, il y a des femmes qui font de la philosophie, comme elles font de la sagesse, de la mystique, de l'astrophysique, des mathématiques, il faut qu'on modifie radicalement notre rapport au pouvoir, dans deux sens. C'est-à-dire que le pouvoir tel qu'il existe est créateur d'inégalités. D'ailleurs, et c'est ça qui délégitime les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, on considérera que ce sera toujours moins bien, donc inégal, toujours moins bien que ce que dira, pensera, exprimera un homme. Donc le pouvoir tel qu'il existe, il génère des inégalités. C'est ce que j'appelle l'abus de pouvoir. Et comme il ne génère pas une légitimité, normalement avoir le pouvoir devrait non seulement te légitimer toi qui l'as, mais toi ayant le pouvoir légitime, tu devrais légitimer les autres. Or, on voit que c'est pas le cas. Donc en fait, c'est le pouvoir qui pose problème. Est-ce qu'il faut pas penser autre chose que le pouvoir pour que justement le pouvoir ne soit pas générateur d'abus de pouvoir, où il y en a qui sont exclus, infériorisés, où il y a des inégalités, ou alors plus radical encore, est-ce qu'il ne faut pas autre chose que le pouvoir ? Alors ça reste à inventer, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que penser avec les femmes qu'on pensait et qu'on fait de la philosophie, ça demande de repenser des choses qu'on n'interroge pas souvent d'ailleurs, ou qui posent des problèmes. Donc en fait, tout ça, c'est la philosophie. C'est poser les problèmes qui posent problème. C'est à ça que sert la philosophie. Un des premiers actes, alors il y a plein de sujets dans le livre, mais un des premiers actes que j'ai choisi, parce que voilà, ça me passionne, c'est la mystique. Moi, ça me hante depuis très longtemps. Dans l'histoire de l'Occident, beaucoup des plus grandes mystiques sont des femmes. Voilà, quand on regarde, et là tout le monde est d'accord, et là ça a toujours été reconnu, quand on regarde, on ne trouve pas beaucoup de femmes philosophes, on trouve des femmes mystiques. Et alors, il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire des femmes mystiques, mais des femmes mystiques à tel point que beaucoup d'hommes dans l'histoire de l'Occident ont étudié auprès de ces femmes pour apprendre. Donc, Saint Jean de la Croix, il étudie auprès de Thérèse. Fénelon, qui est un des plus grands philosophes, étudie auprès d'une femme, Madame Guyon. Donc on a là un phénomène qui, depuis 20 ans, m'a beaucoup commotionné. Et puis lire ces textes, c'est des textes absolument grandioses. Et donc, peut-être on peut d'abord se demander pourquoi les femmes ont été mystiques. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'elles sont plus mystiques que les hommes, c'est parce qu'elles ont pu trouver là une place qu'autrement elles n'auraient pas. Donc on peut essayer de décrire pourquoi. Et après, le rapport entre la mystique et la philosophie, qui est beaucoup plus... Parce que dans notre monde, la philosophie c'est rationnel, la mystique c'est un peu délirant. On va voir que c'est pas du tout
le cas. Alors peut-être on commence. Pourquoi il y a tant de femmes mystiques ? Alors, t'as raison d'insister sur ce chapitre. Enfin, on tenait vraiment à ce qu'il y ait la présence des mystiques, ce qui peut surprendre quand il s'agit d'un livre de philosophie. Mais ça, c'est ta deuxième question et je vais tenter d'y répondre. Les femmes mystiques, oui, c'est un phénomène massif. Je dirais des origines à nos jours, en réalité. J'aime pas cette expression parce qu'on a l'impression qu'elle est trop large pour dire quelque chose de vrai, mais n'empêche que c'est ça. Des origines à nos jours. Alors, il y a un âge d'or de la mystique qui va être 16e, 17e. Enfin, il y a un âge d'or et puis il y a de la mystique médiévale. Bon, partout en Europe, c'est un phénomène... alors, je parle de l'Europe parce que c'est ce que je connais le moins mal, mais c'est mondial, hein, mais il y a un phénomène qui est purement européen et qui crée même une identité européenne. Si je devais dire quelque chose, c'est qu'il y a des racines mystiques de l'Europe. Vraiment. Alors, les femmes mystiques... Mais je pense qu'une des explications, tu l'as donnée d'ailleurs, c'est qu'elles ne sont pas institutionnelles. C'est-à-dire qu'elles ont trouvé dans la mystique une place qu'elles n'avaient pas dans l'espace public, dans l'espace institutionnel, en raison des structures de pouvoir, en raison de structures de hiérarchie. Donc en fait, elles ont trouvé dans la mystique le moyen de s'exprimer. Elles ont créé ce lieu, en fait, d'expression. Une raison majeure, c'est qu'il y a une égalité devant Dieu. Il y a une égalité devant Dieu. Devant Dieu, on est hommes et femmes, certes, comme le dira l'apôtre Paul, hein, on est hommes et femmes, juifs et romains, mais ces différences ne comptent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence au regard de Dieu. Ça veut dire que devant Dieu, ces différences, hommes, femmes, prêtres, laïcs, ne comptent pas. Donc en fait, elles n'ont pas eu à revendiquer une légitimité parce que d'une certaine façon, c'était Dieu qui la leur donnait. Donc excusez du pieux, il y a quand même cette égalité devant Dieu. Maintenant, peut-être il faut dire deux mots, c'est quoi la mystique ? Je vais essayer de le faire assez simplement parce que ça nous occuperait longtemps. La mystique, de façon assez stricte, hein, je vais le dire pour pas qu'on perde trop de temps, c'est l'idée qu'on atteint les vérités les plus importantes concernant la foi par la contemplation. La mystique, c'est l'oraison, c'est la prière, c'est la contemplation. Donc il faut se mettre dans cet état particulier qui implique un certain mode de vie aussi, et c'est important pour ces femmes, parce qu'elles ont inventé des modes de vie aussi, se mettre dans cet état particulier qui est la contemplation, donc il peut passer par un premier stade qui est méditer, les Écritures, les vérités de la foi, les mystères de la vie de Jésus si on est dans le christianisme, on les médite et puis on atteint cet état supérieur qui est la contemplation, où on est comme en prise directe dans ce plus grand vivant parmi les vivants qui est Dieu. Dieu c'est un vivant, hein, c'est le plus grand des vivants. Donc on vit d'une vie en abondance dans la mystique. Si, je suis obligée d'aller vite, hein, Fabrice. Est-ce que tu me permets de reformuler pour ceux qui ne sont pas croyants? Parce qu'on peut lire les mystiques, oui. On n'est pas croyant. Oui. Pour ceux qui ne sont pas croyants, au fond, on peut avoir un rapport direct à l'amour. Oui. On peut avoir un rapport comme ça, direct à l'amour, sans, c'est ça que la mystique, sans passer par la logique ecclésiale. Et donc c'est ça pourquoi on parle que ça fait un pas de côté par rapport au pouvoir, par rapport à un discours institutionnel. Vous voulez avoir rapport à Dieu ou vous voulez avoir un rapport à l'amour, parce qu'elles ont beaucoup parlé de l'amour. Vous voulez avoir un rapport à l'amour, vous ne le pouvez qu'en obéissant aux règles qu'on vous dit et qu'en agissant comme on vous dit d'agir. Et les mystiques disent, on n'est pas contre, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus radical, plus profond ? Est-ce que tout être humain, en tant qu'il est humain, ne peut pas avoir rapport à l'ultime, à l'absolu, à la présence, à l'amour directement ? Et c'est ça pourquoi ça intéresse tous les êtres humains. Qu'au fond, le discours mystique, mais en réalité, on vous fait croire que la mystique est réservée à quelques élus, mais au fond, la mystique, il n'y a rien de plus populaire. Et on voit, en plus, ce qui est complètement dingue, c'est des femmes qui sont exclues, qui font la mystique, et elles vont parler souvent à des gens sans culture et très pauvres. Donc on a un biais aujourd'hui, on a l'impression que la mystique, c'est réservé à une sorte de supra-élite, de gens ultra... Et en fait, dans toute l'histoire de l'Occident, c'est tout le temps oublié, mais c'est les gens les plus simples qui sont tournés vers la mystique, au fond, contre une certaine forme d'intellectualisme. Et puis, voilà, les femmes ne pouvaient pas être évêques. Donc j'ai l'impression que c'est ça, si je peux reformuler, qui fait le génie de la mystique pour nous. Oui,
Tu as raison, mais en disant cela, tu soulignes le fait que cette mystique, et je dis les femmes mystiques, ont été considérées comme subversives. Alors, merci de le dire, c'est entièrement subversif. Et même hérétique du point de vue de l'institution. C'est-à-dire qu'elles vont proposer, souvent d'ailleurs, des voies, des chemins, des pratiques, des modes de vie, je pense au béguinage, des modes de vie, des façons de vivre qui sont très originales et qui sont pas toujours validées par l'institution, par les hommes de pouvoir, évêques, papes. Donc parfois ça va mal finir pour elles. Ah bah parfois ça finit mal. Elles sont quand même très souvent, pour le dire rapidement, en but à la censure. Et certaines mises à mort. Ah bah Marguerite Porete. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur Marguerite Porete parce qu'elle est assez emblématique. Elle est considérée, on est au Moyen-Âge, elle est considérée comme hérétique, donc elle est brûlée vive. Pourquoi elle est considérée comme hérétique ? Parce qu'en fait, on considère que ce qu'elle propose dans ses ouvrages ne correspond pas à ce que l'Église dit qu'il faut faire pour pouvoir atteindre à la sainteté, c'est-à-dire à être au plus proche de l'amour et de l'amour de Dieu. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a frappé, c'est qu'ensuite, les textes de Marguerite Porete... Oui, ça, je ne le savais pas, j'ai découvert en lisant le livre, c'est dingue. Donc les textes de Marguerite Porete... vont ensuite circuler, sans son nom, et on va les retrouver dans des anthologies complètement autorisées, très orthodoxes. On va retrouver ces textes sans son nom, dans des recueils pour des moines. Donc, et là, ça passe. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, quand on note le fait que c'était une femme mystique et qu'en plus elle était hérétique, elle se retrouve dans des anthologies et puis on la lit. Je pense aussi à cette question de l'amour que tu as mentionné. C'est très important parce que ce que veulent dire les mystiques, alors là on est obligé, évidemment il y en a plein qui nous diront « Ah mais non, vous n'êtes pas assez précise », mais on est obligé d'aller plus rapidement. Mais les mystiques vont dire ce qui compte en fait, c'est d'aimer. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Donc si on ne va pas à Dieu par l'amour, c'est comme si on n'empruntait pas le bon chemin. Mais pas n'importe quel amour, parce que... Dieu nous a lui-même aimés d'un amour inconditionnel. Il n'a pas dit « Attention, je vais aimer les hommes à condition que les hommes le méritent ». Non, il nous a aimés alors qu'on mérite vraiment pas son amour, d'une certaine façon. Donc Dieu nous a montré que le plus grand amour, c'est l'amour sans condition. L'amour désintéressé. L'amour qui ne demande même pas d'être payé en retour. Parce que ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que les mystiques, évidemment, ont pensé cet amour de Dieu et on dit, pour aimer Dieu véritablement, faut l'aimer nous-mêmes de manière désintéressée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire non pas l'aimer parce qu'il serait Dieu, donc il m'apporterait le bonheur, il m'apporterait le paradis, il m'apporterait la récompense. Ça, les mystiques vont dire, ça c'est pas de l'amour. Si t'aimes Dieu, parce qu'il va faire ton bonheur, qu'il te promet le paradis, et qu'il va te sauver, voire qu'il va te consoler, qu'il va te rendre la vie plus facile, qu'il va te dire « mais non, tu souffres, mais ça a du sens ». Aimer Dieu en cherchant même du sens. Tu vois, en faisant Dieu celui qui a la réponse à tous mes malheurs. Mais non, c'est pas grave. Ça, d'une certaine façon, Marx a raison de dire c'est l'opium du peuple. C'est pas de l'amour de Dieu. Moi, je trouve ça tellement enthousiasmant. Ah, moi, je trouve ça enthousiasmant. On comprend que l'Église sectaire, parce qu'après, l'Église va aussi... C'est ça le paradoxe de l'Église, c'est qu'il y a l'Église autoritaire du pouvoir qui veut pas du tout entendre ça. C'est pas la question de l'amour qui va vous mettre à Dieu, c'est d'obéir aux règles que je vous donne. Mais l'Église, en même temps, très régulièrement, comme dit, peut pas vivre si elle dit pas ça, sinon elle va mourir. Donc elle va intégrer les textes. Et maintenant, Thérèse de Lisieux est docteur de l'Église. Donc... Mais c'est même là, en fait, c'est devenu la vitrine de l'Église. Je dis vitrine dans un sens un peu provocateur, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on va plus à la fois par les mystiques que par l'institution de nos jours. Et puis, je trouve aussi la revanche des mystiques pour moi, c'est que cette définition de l'amour qui a été... Fénelon, tu parlais de Fénelon, c'est pas une femme, mais c'est un mystique, et puis il a été très proche de Madame Guyon. Fénelon
a eu beaucoup de problèmes. Ses écrits mystiques ont été condamnés. Mais si on fait un micro-trottoir de nos jours et on dit c'est quoi l'amour véritable, en fait, c'est la définition des mystiques qui a gagné. On dira c'est l'amour sans condition. Et c'est intéressant parce que ce qu'ils ont dit de l'amour qu'on réservait à Dieu, c'est maintenant nous ce qu'on pense être le véritable amour pour nous entre humains. Donc, ils ont doublement gagné d'une certaine façon parce qu'ils l'ont popularisé. Ça devient le sens de l'amour, c'est d'aimer sans se dire il faut que tu m'aimes d'abord. Et puis ce qui était considéré comme hérétique. C'est en fait ça la définition de l'amour. Donc pour moi, il y a une revanche des mystiques. Pourquoi c'est tellement important pour la philosophie? Pourquoi là, ce dont on parle n'est pas c'est pas qu'on parle d'autre chose, non, mais ça impose à la philosophie de se déplacer. Alors écoute Fabrice, merci de le dire parce que moi c'est quelque chose à quoi je tiens énormément. Je trouve qu'on ne cesse d'amputer la pensée et la philosophie, et donc nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on dit « Ah non, mais c'est Dieu, donc c'est pas la philosophie », ou « Ah non, mais c'est la mystique, donc c'est pas la philosophie ». C'est faux parce que je crois qu'on a une conception très étroite du rationalisme ou de la raison. La raison, on voit ça comme une sorte de machine froide, pas loin d'une intelligence artificielle en fait, qui va générer du contenu, qui va calculer, qui va faire des raisonnements logiques. Oui, un monstre froid. La raison, c'est pas ça du tout. La raison, pour moi, elle a le sang chaud. La raison, elle a la flamme. Et c'est ça. La raison, c'est un feu, c'est ardent. Et la raison, elle va, chercher à penser l'amour. Elle va chercher à penser quoi? Le désintéressement. C'est quoi être désintéressé? Mais c'est la raison qui... Moi, je trouve que les mystiques doivent faire partie de la philosophie, comme une bonne part de la théologie d'ailleurs, parce qu'ils vont amener la raison jusqu'à ses extrêmes limites. T'en parlais, en fait. Ce livre, c'est interroger les limites de la philosophie. On va amener la raison à penser l'amour, alors que normalement, comme Pascal le dira, normalement, il n'y a pas de raison. Si tu aimes, tu donnes pas des raisons pourquoi tu aimes. Mais oui, mais il faut amener la raison jusque-là. Et puis, quand les mystiques vont penser le sentiment, la sensibilité, parce que l'amour, c'est de l'émotion, du sentiment, ils vont essayer d'interroger la volonté. Comment tu fais pour vouloir aimer Dieu sans y mettre de la volonté? Moi, très souvent, quand j'ai travaillé sur Fénelon, on m'a dit c'est proche du taoïsme, c'est vouloir sans vouloir. Oui, pourquoi pas? C'est clair que la mystique occidentale, dans son ensemble, ressemble par certains aspects à beaucoup d'aspects de la pensée orientale. Mais ce que je trouvais intéressant de souligner, c'est la mystique aussi montre, et peut-être on le voit plus aujourd'hui au XXIe siècle, qu'on ne peut pas penser sans le corps, sans les émotions, sans la sensibilité. Sans le corps, sans la sensibilité, sans la volonté, sans le mode de vie, Fabrice. Et donc, en réalité, on se rend compte quand on relit, quand on reprend à la mystique, que la plupart des philosophes ont lu les mystiques. Et que les philosophes, ça c'est très très frappant, quand on regarde la mystique, on se dit les philosophes ont lu les mystiques. Et que et qu'en réalité, après, ça se ferme. C'est-à-dire, Platon, il est complètement mystique sur l'amour. Mais le platonisme, non. Descartes, il y a une dimension complètement mystique. Mais le cartésianisme, absolument pas. Mais Descartes, il a rapport à ça. Hegel, il lit les mystiques. Kant aussi. Mais moins le kantisme. Et donc, c'est très intéressant quand on relit les mystiques, quand on relit sa musique. Mais en fait, ça nourrit toute l'histoire de la philosophie. Parce que les philosophes, les grands philosophes, ne sont pas du tout la caricature. Alors voilà, ce qu'on fait partout. Alors voilà, Descartes, il pense ça, ça, ça et ça. Non, c'est un mouvement complètement fondamental d'être, de penser. C'est vivant. C'est complètement vivant. Et c'est vivant. Et ils ont tous lu les mystiques. Donc, en relisant ce livre et en relisant ces femmes mystiques, on se rend compte que la philosophie devient beaucoup plus intéressante. Parce qu'on sort du cartésianisme pour revoir Descartes, on sort du kantisme pour relire Kant, et ça devient passionnant parce que c'est pareil, la philosophie n'est pas qu'une démonstration, comme vous l'écrivez dans le livre, elle est un dévoilement. Ce que montrent ces philosophes, c'est pas juste le je démontre et donc j'entre dans la pensée, mais il y a des moments où on regarde quelque chose et quelque chose se dévoile à moi, quelque chose fait signe, quelque chose fait sens, quelque chose m'ébranle. Et donc, on se dit, mais au fond, la mystique rappelle que penser, c'est une expérience humaine, et que sans la mystique, la pensée cesse d'être une expérience et devient
quelque chose de déconnecté du corps, déconnecté de la vie, déconnecté de la rencontre, déconnecté... Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit la flamme ou une ardeur. Il y a penser, ça fait quelque chose. Et ça serait dommage qu'on perde de nos jours le fait que ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on pense, mais que penser fait quelque chose. Et que, en fait, la mystique pense. Les mystiques pensent. Bien sûr que le corps est très présent, puisque l'amour, c'est pas une démonstration. Mais il y a aussi de la pensée, et je crois que nous ne cessons de séparer des choses. On sépare la pensée et le corps, on sépare l'émotion, les sentiments et la raison, on sépare la nature et la culture, on sépare la philosophie et la passion. Mais en réalité, c'est parce que, comme je le disais, notre histoire de la philosophie, elle n'est pas assez philosophique. Elle n'est pas assez ouverte, elle n'intègre pas assez, elle n'a pas assez de chair, elle n'a pas assez de vie, tu dirais. Donc, moi, je pense que les mystiques, j'en suis convaincue, et le livre le montre, que les mystiques ont donné des concepts à la philosophie. Mais aussi, ils ont fait penser des choses. Oui, mais aussi, elle nous montre que la pensée n'est pas seulement du concept, mais elle naît de l'expérience. Mais pour moi, c'est indissociable. En fait, le vrai concept, quand tu as vraiment une idée, quand tu as saisi quelque chose, quand tu veux le dire, c'est une émotion. Enfin, en tout cas, moi, je suis entrée dans la philosophie comme ça. La philosophie, ça a été un choc. Et c'est ça qui fait que je continue à en faire. Et je pense que si on ajoute à la philosophie des femmes, des objets qu'elle n'a pas pensés, c'est pour que le choc soit encore plus puissant. C'est pour lui donner plus de chair. C'est pour en fait, pour moi, ce livre, c'est aussi rendre la philosophie à ce qu'elle est. Alors, on va passer à une autre figure, après les mystiques, mais on pourrait parler très longtemps parce que c'est passionnant. C'est Marie de Gournay. Ah oui. Alors, qui est Marie de Gournay ? D'abord, on va commencer par dire un peu ce qu'elle est avant d'entrer dans sa pensée. Elle est à quel siècle ? Alors, on est la Renaissance, on est tournant 16e, 17e, mais moi, je ne connaissais Marie de Gournay que parce qu'il y avait un homme. Elle a édité les essais, elle a été en charge d'une édition des essais de Montaigne. Elle était très très proche de Montaigne. Il l'a considérée comme sa fille adoptive. C'est une très belle histoire. Donc déjà, c'est quand même une belle histoire. C'est-à-dire que Montaigne avait très confiance en elle. Il la considère comme sa fille de cœur. Elle édite, et ses textes sur Montaigne sont parmi les plus profonds. Elle comprend très en profondeur sa pensée comme peut-être personne. Bon, c'était déjà quand même... Mais moi, je m'arrêtais là, en fait. C'était Montaigne qui comptait. Je ne savais de Marie de Gournay que ce qui était important pour comprendre Montaigne. Et de fait, je me suis mise à la lire, je dois l'avouer, je l'avais survolée, et je me suis mise à la lire parce que c'était la méthode pour ce livre, on l'a adopté, chacune des contributrices. Ce qui compte, c'est la philosophie que font ces femmes. C'est pas tant d'insister sur le fait qu'elles sont des femmes, mais sur le fait qu'elles ont une philosophie, qu'elles pensent, et que leur philosophie dit des choses qu'on trouve pas ailleurs, et qui sont passionnantes. Marie de Gournay, c'est intéressant parce que elle va... Moi, il y a une chose qui m'a frappée dans un de ses livres. Elle dit, c'est elle qui m'a fait comprendre le problème de la délégitimation des femmes et le fait que c'est pas qu'elles soient invisibles, c'est qu'elles ne sont pas considérées comme légitimes même quand elles sont visibles. Elle raconte que les femmes pensent, que les femmes écrivent. Elle a obtenu même le privilège royal de pouvoir être considérée comme auteur. Donc, à vivre de sa plume, à être considérée comme auteur. Auteur, c'est la même racine que le mot autorité. Ça veut dire faire autorité. Donc, elle est visible. Elle a obtenu même ce privilège, cette possibilité de l'être. Et puis, elle raconte. Effectivement, elle pense, elle fait de la philosophie, elle dit, les femmes écrivent, pensent, font de la philosophie, mais il y aura toujours un homme qui, avec un petit sourire en coin, dira « Oui, mais c'est une femme qui parle. » Ça m'a marqué. Et c'est ça qui m'a fait penser au problème que c'est pas tant que les femmes parlent ou ne parlent pas, ou soient visibles ou pas. C'est le fait qu'il y aura toujours un homme qui dira « Ouais, mais c'est une femme qui parle. » Donc ça veut dire que ça compte moins. Et Marie de Gournay, bien avant même tous les travaux en philosophie contemporain sur l'idée de reconnaissance, que ce que nous cherchons dans la vie en société, c'est à être reconnu. C'est ce que dira Axel Honneth, c'est un sociologue du XXe siècle, même du XXIe. Mais en fait, c'est déjà présent là, au XVIe siècle, chez Marie de Gournay, parce qu'elle dit on doit mettre au jour un concept, une idée très forte, qui est celle de mépris.
Il y a un mépris qui n'est pas uniquement de la psychologie, qui n'est pas uniquement du social. Je suis méprisée parce que j'appartiens à telle classe ou parce que je suis une femme. Elle va en faire un véritable concept, quelque chose que la philosophie doit penser. Le mépris est un mode de fonctionnement dans nos vies et dans nos sociétés. Et elle va montrer qu'il touche principalement les femmes. Et elle va essayer de l'expliquer. Donc elle en fait ce mépris, cette absence de reconnaissance, cette absence de crédit, elle en fait une manière pour nous de penser non pas seulement la position des femmes, mais toute la société. Il existe une société du mépris qui refuse une légitimité ou d'une certaine façon une existence sociale et donc, dit-elle, la liberté à certaines personnes. Parce que tu peux mépriser quelqu'un quand tu lui as retiré la liberté, la possibilité d'être et d'être libre, c'est-à-dire de pouvoir compter. C'est quoi la liberté ? C'est ce qui fait que tu comptes. Donc le mépris, comme tu le dis, c'est très important. Ce qu'elle montre, c'est que c'est pas juste une attitude psychologique, mais c'est presque un stratagème pour maintenir une hiérarchie artificielle. Mais bien sûr, c'est un stratagème à la fois politique, parce qu'il s'agit du pouvoir, social, parce qu'il s'agit de la position qu'on te reconnaît ou pas, et je dirais quasi ontologique, au sens où quel est l'être qu'on t'accorde ou qu'on ne t'accorde pas, parce que ça va permettre de construire, pour Marie de Gournay, de manière totalement fausse, une représentation de la femme, par exemple, en disant « mais non, la femme ne peut pas s'occuper de politique ». Mais non, la femme ne peut pas s'occuper de philosophie. Mais non, la femme ne peut pas avoir des postes de pouvoir. La femme ne peut pas obtenir dans la hiérarchie institutionnelle les postes les plus élevés. Pourquoi ? Parce qu'on va dire que la femme ne peut pas, parce qu'il y a une nature féminine qui fait que la femme ne pourrait pas prétendre à ces situations. Et Marie de Gournay déconstruit ces représentations pour dire qu'en fait, c'est le mépris qui permet ces constructions culturelles. Donc c'est très facile de dire, elle a des expressions que j'aime beaucoup, elle dit après, c'est très facile de dire que les femmes, la seule place qui leur revient, c'est la quenouille, c'est le métier à tisser. Oui, parce qu'on l'a construit. Donc c'est très facile. Comme on a construit une nature féminine qui n'existe pas en réalité, qui est née du mépris, c'est très facile de dire, voyez, les femmes, naturellement, elles sont quand même faites pour s'occuper des enfants, rester au foyer et ne pas faire de philosophie. Et ça va durer, j'allais dire, tout au long du XVIIe siècle, XIXe, mais non, je dois dire de nos jours encore. On ne voit pas à quel point notre langage et nos représentations sont construites à partir de stéréotypes, de clichés. Je parle le langage de nos jours. Marie de Gournay dirait du mépris. C'est un stratagème, comme tu l'as dit, le mépris. Ce qui est vraiment passionnant en lisant ton livre, mais déjà au XVIe siècle, elle a tout dit. Enfin, elle a tout vraiment, dit. Là, tu dis, mais c'est dingue. C'est un peu presque vertigineux. Moi, j'ai été prise de vertige parce que tu dis, je me suis dit, des questions qu'on croit qui sont les nôtres. Oui, totalement. On a l'impression, ça c'est notre question à nous, aujourd'hui, hommes du XXIe siècle, personne ne se les est posées. Alors, elle, c'est... Voilà. Et donc, elle montre que la question de la dignité, de la liberté féminine est une question centrale, philosophique, sociale. Elle construit une philosophie de la liberté, donc qui est à opposer au mépris, une philosophie qui demande de déconstruire, et j'utilise ce mot qui est très contemporain, mais à dessein justement, de déconstruire nos représentations qu'on croit naturelles, c'est ça être une femme, c'est ça être, tout court, qu'on considère être notre être le plus profond, donc naturel, toutes ces représentations qui vont de soi, pour dire, non, ça va pas du tout de soi. À la racine de ça, il y a un discrédit, il y a une délégitimation, il y a un mépris. Et tu disais, c'est vertigineux. Oui, c'est vertigineux de se dire, en fait, tout est là, et en même temps un peu effrayant quand même, parce que tu vois, cette phrase, c'est une femme qui parle, oui, on l'entend, enfin, moi je l'ai entendu. Donc, je me dis que c'est quand même utile de relire ces femmes au XVIe siècle, XVIIe, au tournant, pour se dire, elles nous tendent la main, elles nous ont transmis quelque chose. Et on parlait de la raison, de la pensée, de la philosophie. Faut d'abord commencer par penser pour dénoncer. Faut penser. Et elles ont pensé. C'est un réservoir de sens qu'elles nous ont donné. Elles ont pensé, et je pense que plus on pensera bien,
plus on saura dénoncer ce qu'il faut dénoncer exactement. Alors là, troisième choix que j'ai fait, mais encore une fois, c'est vraiment un tout petit choix dans cet immense panorama que vous proposez, c'est Gabrielle Suchon. Mais alors là, je dois dire, là jusqu'à présent, j'étais un peu à l'aise parce que je connaissais un peu, mais là, je ne la connaissais pas du tout. Qui est Gabrielle Suchon? Alors moi, Gabrielle Suchon, c'est ma révélation. C'est vraiment, c'est grâce à ce livre, hein, c'est avantage un de travailler quand on travaille, on découvre des choses. Oui. Donc c'est ton coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Qui est-elle? Elle vit à ma révélation. Quelle époque? Alors, on est au 17e. Bon, donc il se trouve que c'est quand même, pour moi, le siècle qui compte le plus, mais bon, c'est pas pour ça. C'est une révélation. J'en ai eu d'autres dans ce livre un peu plus contemporain, mais elle, vraiment, j'aime tout. Je vais sans me cacher derrière une érudition, je vais te dire pourquoi. Déjà, bon, elle a une vie, elle refuse le mariage, on veut la marier de force, elle s'enfuit du couvent, elle va demander au pape de pouvoir vivre la vie qu'elle veut. Enfin, c'est très important. Elle est enfermée dans un couvent par sa famille, et elle réussit à s'enfuir. Il y a un moment, il y a un déménagement. Elle s'enfuit, elle court voir le pape en disant « Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille ». Je ne sais pas comment elle a réussi à que le pape lui dise d'accord. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une vie, et ça j'insiste, parce que je vais aussi te répondre et dire pourquoi. Elle a une vie, elle montre que pour penser autrement, il faut vivre autrement. Ça, pour moi, c'est une révélation. Elle a montré, d'abord, qu'on ne peut pas dissocier ce qu'on pense de la manière dont on vit, mais que pour penser autrement, faut mener une vie autre. Et je vais y venir parce qu'elle en a fait une philosophie de ça. Mais déjà, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle refuse la vie qui est faite pour les femmes. Le mariage, c'est une vie sous emprise d'une certaine façon, c'est une vie sous tutelle, c'est le mot qu'elle emploie. Donc elle fuit le couvent. Elle fuit le mariage, et après elle fuit l'état religieux. Et elle va défendre une manière de vivre qui est à l'époque, mais complètement subversive, et je crois qu'elle l'est encore de nos jours. Et c'est ça, moi j'ai eu l'impression que Gabrielle Suchon, elle me parlait. Alors tous les auteurs que j'aime me murmurent à l'oreille, mais elle, je lui ai dit merci. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle Du célibat volontaire. Donc c'est pas le célibat faute de mieux, c'est pas le célibat parce que je peux pas faire autrement, c'est le célibat revendiqué, choisi, volontaire. Pourquoi? Parce que elle dit que dans l'état actuel de la société, les femmes ne peuvent vivre que sous tutelle. C'est l'état actuel de la société. Elle espère que ça changera, justement en montrant qu'on peut vivre autrement. Les femmes vont être dans la dépendance du mari, du père d'abord, du mari, ensuite quand elles sont veuves, des frères, ou alors quand elles sont femmes et qu'on les destine pas au mariage, elles vont être au couvent. Donc elle dit, moi je pense qu'il y a une troisième voie qui est d'être ni épouse, ni mère, même quatrième voie, ni nonne religieuse, c'est d'être célibataire. Et alors célibataire pour elle, c'est revendiquer une vie libre. Et ce qu'elle appelle une vie non engagée. Alors l'engagement au XVIIe siècle, ça n'a pas le sens que ça a de nos jours. De nos jours, c'est très positif, c'est s'engager, c'est donner de soi. Non, justement, au XVIIe siècle, ça a un sens beaucoup plus proche de l'étymologie. Ça veut dire mettre en gage. Et elle dit, moi, je ne veux pas mettre en gage ma vie. Ma vie m'appartient. Donc, moi, je suis allée plus loin, c'est elle qui m'a aidée, c'est qu'une des définitions qu'elle donnerait à l'époque de Descartes, qu'est-ce que je suis? Je suis un être qui s'appartient. Donc je ne peux pas me donner aux autres, je ne peux pas exister, je ne peux pas mener une vie si je ne commence pas par m'appartenir. Et m'appartenir, dit-elle, c'est être dans ce célibat fondamental qui est que ma vie, mon être, ce que je suis, ce que je pense, je ne l'ai pas mis en gage, je ne l'ai pas donné à un autre. Et ça, je trouve que, c'est valable pour les femmes, mais c'est valable pour tout le monde. Combien de fois dans ma vie, j'ai mis ma vie en gage? Je l'ai donnée à un autre, mais au sens où j'ai pensé ce que d'autres pensaient pour moi. J'ai vécu comme d'autres pensaient que je devais vivre. J'ai même désiré ce que d'autres désiraient pour moi. Enfin, moi, je l'ai fait dans ma vie.
Et quand j'ai lu Gabrielle Suchon, je me suis dit, moi, je suis célibataire par choix, donc d'abord ça m'a plu, parce que je pense que c'est très important qu'on se dise que la solitude est un don, et une des choses les plus merveilleuses qu'on ait à explorer. Et donc d'abord ça m'a parlé, et ensuite parce que je crois que être célibataire, c'est pas un état non marital, c'est un état où on expérimente ce qu'on peut être. Et donc, quand elle parle de célibat volontaire, je pense qu'elle parle pour nous tous de la manière de revendiquer une liberté foncière qui est de ne jamais mettre en gage ce que je désire, ce que je veux, ce que je pense, ce que je fais. Et c'est en fait très exigeant. Le célibat, c'est tous les jours. C'est dans ce que je fais. C'est le choix de ne pas penser ce que d'autres pensent. Alors, on va prendre une dernière auteure. Il y en a plein. Martine Storti. Martine Storti. Storti, oui, qui est une autre femme que tu aimes beaucoup. Que j'aime beaucoup, qui est vivante, hein, pour le coup, c'est pas le XVIIe siècle, qui est toujours là. Je lui ai écrit, je lui ai parlé. Alors, moi, elle m'a énormément marquée parce que elle a un concept. Je dis concept parce que c'est comme ça qu'on parle en philo, c'est-à-dire c'est pour dire qu'elle a une doctrine très forte. Elle montre que s'intéresser à ce que les femmes ont pensé, à ce que les femmes sont, ce n'est pas s'intéresser à un clan ou à un groupe, ni une communauté. C'est en fait jamais perdre de vue ce qu'il y a d'universel en nous. Ça veut dire quoi d'universel ? Tout ce qu'on peut partager. Tout ce qu'on peut dire de plus singulier, mais qui va rejoindre ce que tu penses toi, ce que pense Alexandre, ce que pense Martine, ce que pense Gabrielle. Et en fait, elle montre qu'on n'est jamais plus universel que quand on va chercher à ajouter à cet universel. Et elle dit qu'en fait, les femmes philosophes, elles n'ont pas particularisé la philosophie. Elles n'ont pas parlé, c'est moi qui parle là, une sorte de langue régionale de la philosophie, qui serait cette langue régionale des femmes. Non, elles ont enrichi l'universel. Et je trouve que c'est très important d'avoir à l'esprit que ce dont souffrent les femmes, philosophes ou pas, c'est de réduction. C'est de les ramener au statut de femme, au statut de femme philosophe. Moi, je rêve d'une époque, Fabrice, je dois te le dire, j'espère qu'elle viendra, où on dira plus c'est une femme philosophe. On dira c'est une philosophe. Ça m'agace toujours quand on précise c'est une femme philosophe. On dit pas c'est un homme philosophe. De Descartes, on dit pas c'est un homme philosophe. De Gabrielle Suchon, quand on m'interroge, on me dit c'est une femme philosophe. Je dis, non, enfin c'est une philosophe. Moi, je rêve d'un moment, d'une époque où les femmes seront des philosophes comme les autres. Et on étudiera leurs textes, leur philosophie. Je donne un contre-exemple. On me dit souvent, oui, mais Simone de Beauvoir, elle est quand même très lue, c'est quand même une femme philosophe qui compte, etc. Je dis, d'accord, qu'est-ce qu'on a lu de Simone de Beauvoir ? Le deuxième sexe, son livre qui parle justement de la condition féminine. Est-ce qu'on a lu, par exemple, Pour une morale de l'ambiguïté, son livre de morale ? Non, je crois pas. Donc en fait, même Simone de Beauvoir, c'est ça la légitimité ou la légitimation. On veut bien la lire quand elle parle des femmes, d'une certaine façon. Mais quand elle parle à tout le monde et en philosophe, je suis pas certaine qu'on l'ait lu. Et je trouve que là, encore une fois, on réduit tous ces ouvrages, ces trésors qu'on a à disposition. Pour finir, parce qu'on pourrait parler très longtemps, on voit donc que toutes ces femmes sont confrontées, on l'a dit tout au long de notre entretien, à la question du pouvoir qui les illégitime. Et au fond, ce qu'elles montrent toutes aussi différentes soient-elles, c'est que le pouvoir repose sur un enchantement collectif, une illusion collective. Enchantement au mauvais sens du terme, comme une sorte fascination. Une fascination collective. Un envoûtement, tu l'as dit. Voilà, envoûtement, une croyance, une sorte de superstition. Et je crois que ça, c'est vraiment... en tout cas, moi, en lisant le livre, ce qui m'a frappé, ce que j'avais pas vu avant, c'est qu'on voit beaucoup mieux en lisant ce livre. Mais oui, en fait, on est fasciné par le pouvoir. C'est ça, ça nous fascine. Jusqu'à nos jours, parce que on a tenu à ce qu'il y ait un chapitre MeToo et la philosophie, parce que MeToo est un objet philosophique. MeToo, c'est quoi ? C'est, à mon sens, c'est
la démocratie en crise. Mais en crise de quoi? En crise de pouvoir. On se rend compte que le pouvoir a donné des abus de pouvoir. Et donc, il faut repenser le pouvoir derrière, au-delà, contre la fascination qu'il exerce. Parce qu'on pense que plus on aura de pouvoir, plus on va résoudre les problèmes. Bah non, en fait, c'est le pouvoir qui est un problème. Et il y a une question que tu m'as posée et à laquelle je n'ai pas répondu et j'y réponds maintenant. Quand tu as dit il faut retrouver Descartes derrière le cartésianisme. Donc en fait, ce sont les institutions qui sont en problème. Je pense, alors là, c'est provocateur, mais je le dis parce que je le pense très très sincèrement. Je pense qu'il faut désinstitutionnaliser la philosophie. La plupart des femmes dans ce livre, mais même il y a des hommes, ont apporté à la philosophie parce qu'ils étaient dans les marges. Ils n'étaient pas dans l'institution. Et tu as donné l'exemple de Descartes, je t'en remercie, parce que Descartes a été en butte toute sa vie contre les universités. Aux Pays-Bas, en France. Donc Descartes, et c'est pour ça qu'il a été aussi en lien avec une femme qui a fait beaucoup pour diffuser Descartes, qui était Élisabeth de Bohême, c'est elle qui a diffusé Descartes. Et elle l'a fait hors institution. Et c'est intéressant parce que je pense que la pensée n'est jamais aussi ardente et vive que quand elle n'est pas prise dans le moule d'une institution. Donc on découvre une autre possibilité d'un pouvoir autre qui n'écraserait pas mais qui élèverait, un pouvoir qui ne fascinerait pas mais qui libérait, un pouvoir qui ne s'impose pas mais qui apparaît entre ceux qui cherchent ensemble. Oui. Et ça débouche sur plein de pistes dans le livre. Repenser peut-être ce qu'on emploie d'un mot peut-être un peu lourdingue encore aujourd'hui, la capacité, mais des tas d'autres manières de penser comment je peux agir, comment je peux faire des choses dans un autre espace que celui du pouvoir qui écrase, qui fascine, qui s'impose, qui détruit. Et comment la liberté ne doit jamais être sacrifiée au nom du pouvoir. C'est moi, en tout cas, les auteurs que j'ai travaillé pour ce livre et celles que j'ai découvertes grâce à ce livre, je pense que c'est une grande leçon de liberté. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de Dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.